Bonjour à tous. On va essayer de commencer à l'heure. Les derniers arrivants peuvent encore entrer. Merci beaucoup à tous de venir un deuxième matin tôt à Porte-Maillot. Et en plus pour parler d'un sujet presque oublié, souvent oublié quand on parle de RSE, mais qu'on sent monter, votre présence à tous le confirme, qui est la biodiversité. Alors les chiffres récents sur l'évolution de la biodiversité donnent un peu le vertige. Nombre d'entre vous ont vu le dernier chiffre de Planète Vivante, le rapport du WWF, qui a fait connaître le fait que 58% des vertébrés ont disparu dans les 40 dernières années, donc entre 1970 et 2012. 58%, c'est presque les 2/3. Et les vertébrés, ce n'est pas seulement les loups, les ours et quelques espèces emblématiques, c'est les souris, les oiseaux, enfin tout ce qu'on connaît, les animaux autres que les invertébrés. Et quand il ne restera plus que l'homme et les invertébrés sur Terre, ça sera quand même un peu dommage. Évidemment, ça exclut les animaux d'élevage, qui eux restent assez prospères, voire même sont de plus en plus nombreux. Mais ils ne sont pas non plus un signe de biodiversité, puisqu'au contraire, l'agriculture, on entend parler de temps en temps des races en voie de disparition, et donc ils ne sont pas vraiment ce qui va sauver la biodiversité, et en tout cas, ils dépendent complètement de l'homme. Donc la biodiversité sauvage est en disparition, c'est pareil pour les plantes. On peut donc parler d'effondrement, on entend parler de la 6e extinction, et on sait les causes. Les causes, c'est essentiellement les activités humaines par 5 mécanismes également bien connus, qui sont l'artificialisation des surfaces qui crée la fragmentation des habitats, la surexploitation des ressources, pêche, bois, etc., la diffusion d'espèces invasives, la globalisation, le transport, les échanges de marchandises font venir différentes espèces dont on entend parler, la pollution et enfin, évidemment, le réchauffement climatique. Alors, nombre d'entreprises ont conscience de ceci, elles sont conscientes de ça et leur première réflexion les rend assez perplexes parce qu'elles se rendent compte de plusieurs choses. La première, c'est qu'elles sont dépendantes du bon fonctionnement de la biodiversité et des écosystèmes en général, que ce soit l'eau, la qualité de l'air, la qualité des matières premières. Vous avez peut-être entendu Kering hier. Donc, elles en dépendent. La deuxième chose, c'est qu'elles sont aussi interpellées par la modestie de leur capacité à faire de la biodiversité positive. Quand on essaye d'agir sur la biodiversité, c'est assez difficile, et on voit qu'on fait de l'action très locale. Comment c'est un peu comme on se dit à quoi ça sert que je réduise mon transport, c'est une goutte d'eau dans l'océan. La biodiversité, c'est pareil. Et enfin, qu'elles ont surtout des impacts très indirects. Bien sûr, on connaît les carrières qui impactent la biodiversité. Bien sûr, on connaît les infrastructures linéaires qui fragmentent les habitats, par exemple. Mais la plupart des entreprises ont des impacts, en fait, surtout indirects. En revanche, et donc les plus engagées, et notamment celles qui dépendent des ressources naturelles, ont étendu leur champ de travail à la biodiversité plus loin, c'est-à-dire à leur empreinte indirecte. En langage climatique, on parlerait de scope 3, et c'est une des façons les plus efficaces qu'elles ont pu trouver, sans doute la plus efficace, pour adresser cette question de biodiversité, réduire leur empreinte biodiversité une fois qu'elles en ont pris conscience. Alors, qu'est-ce que les membres de PE ont donc travaillé sur ce sujet, sur comment réduire notre empreinte biodiversité indirecte, donc l'empreinte amont par les ressources naturelles exploitées, l'empreinte aval par les impacts éventuels, soit de la durée de la vie du produit, de son utilisation, on peut penser aux phytosanitaires par exemple, soit la fin de vie, évidemment, on pense à la pollution. Et donc elles ont travaillé sur ces impacts, sur comment réduire cet impact indirect pendant 3 ans. Alors pour ceux qui ne le savent pas, pardon, j'ai une zapette. Non, on peut passer le slide suivant. Voilà. PE, c'est une association d'une 40aine de grandes entreprises qui partagent la vision de l'environnement à la fois comme une source de progrès, donc elles essayent de réduire leurs impacts, et une source d'opportunité, donc elles essayent de produire des solutions, des produits, des services qui vont être favorables à l'environnement. Mais vous voyez qu'elles sont issues à peu près de tous les secteurs, dont des secteurs dont on ne pense pas qu'ils ont tellement un lien avec la biodiversité. Et justement, c'est pour ça que c'est intéressant et qu'elles trouvent intérêt à parler ensemble. Vous voyez des banquiers, des assureurs, etc. Donc, le résultat de ce groupe de travail sur comment réduire l'impact indirect, c'est une plaquette, une publication, qu'on peut passer le chart d'après, comme ça vous verrez la couverture.
C'est une publication donc, qui est issue d'un groupe de travail qui a travaillé beaucoup en retour d'expérience, en présentation d'expérience, et avec une trentaine d'exemples concrets, avec bien évidemment une invitation à intégrer la biodiversité dans ces opérations, à y penser comment on fait. Et ça, on voit quand on rentre dans le détail, c'est pas si évident. C'est une plaquette que vous trouverez en français et en anglais, disponible et que vous pouvez télécharger sur le site internet de PE, qui est marqué là. Vous en aurez aussi un certain nombre d'exemplaires à la sortie, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. On économise aussi le papier. Et donc, on a le plaisir d'organiser cette table ronde en partenariat avec ProDurable pour vous présenter. Évidemment, on ne pouvait pas présenter 30 expériences, fussent-elles aussi intéressantes qu'elles soient. Et donc, on a un petit extrait modeste de ces réalisations. Et puis d'autres intervenants, parce que PE, c'est 40 entreprises, et il y a beaucoup plus d'entreprises que ça en France, et qui font aussi énormément de choses. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter la table ronde qui va suivre, avec, on va avoir 4 intervenants issus d'entreprises. On va commencer par Sylvie Bénard, directrice environnement de LVMH. Ensuite, il y aura Olivier Guichardon, directeur développement durable de Sequana. Je les présenterai un peu plus au fur et à mesure. Katarzyna Reni, qui est directrice développement durable de Nespresso. Et enfin, Nathalie De Vulder, directrice développement durable de RTE, Réseau de transport d'électricité. Et puis, on a une 5e intervenante qui va vous montrer comment les ONG interpellent les entreprises, en la personne donc de Sandrine Bélier, qui est depuis l'été dernier directrice de l'ONG, l'association Humanité et Biodiversité. Donc, je vais donner tout de suite la parole à Sylvie pour présenter rapidement ce qu'elle fait en matière de biodiversité, sachant qu'évidemment, le groupe LVMH repose, que ce soit pour les textiles, les vins, les cognacs et bien d'autres, beaucoup sur les ressources naturelles. Sylvie. Merci Claire. Bonjour à tous. Effectivement, je vais redire très rapidement ce qu'a dit Claire. C'est une entreprise. Excuse-moi de t'interrompre. Vous voyez une modalité technique que certains d'entre vous qui étaient là hier connaissent déjà. Vous voyez le www.bcast @ProDurable. Vous pouvez y poser des questions au fur et à mesure. Elles sont modérées et un certain nombre d'entre elles, celles qui reviennent le plus souvent, celles qui paraissent les plus pertinentes au modérateur, que je ne contrôle pas, les fera apparaître sur l'écran, donc c'est spontané, les fera apparaître sur l'écran et puis on y répondra plutôt dans le débat, mais elles apparaîtront dès maintenant. Sylvie, excuse-moi de t'avoir interrompu, je te redonne la parole. Je t'en prie. Donc, je disais que quand une entreprise doit se préoccuper du sujet de la biodiversité, elle doit se poser un certain nombre de questions. C'est quoi mon impact, et en particulier sur mes sites de fabrication ? Mais bien au-delà, sur ce que tu appelles, qui est une bonne analogie, le scope 3, c'est sur l'ensemble de ma filière d'approvisionnement. Et à l'inverse, en quoi je dépends de la biodiversité dans mes activités ? Le groupe LVMH, c'est 70 marques qui font des produits qui, quasiment tous, dépendent de la biodiversité. Si vous faites une robe, ce sera du coton, un sac du cuir, un vin de la vigne, un parfum des fleurs. Et donc, vous êtes directement, totalement dépendant de la biodiversité. Et de ce service qu'on appelle d'approvisionnement qui est dépendant de la biodiversité. Vous dépendez aussi des processus du vivant. Vous dépendez de la pollinisation. Quand vous faites du vin, vous faites de la fermentation. Et là aussi, ce sont des processus qui sont issus de la biodiversité. Et dans notre monde de la mode, des parfums et cosmétiques, il y a une troisième dépendance, qui est plus une dépendance d'image ou culturelle, c'est en quoi elle peut inspirer. Inspirer un créateur, inspirer un bijou. Et donc là aussi, c'est une dépendance à la biodiversité. Et donc, on s'est posé la question de nos impacts. Premier impact de nos sites, on a plus de 300 sites de fabrication. Leur impact est extrêmement faible. Ce sont des ateliers de fabrication avec un impact local relativement faible. En revanche, notre sujet, c'est la chaîne d'approvisionnement. Et c'est donc, dans la mesure du possible, remonter jusqu'au champ à partir du moment où on utilise une matière première naturelle. Donc c'est un sujet qu'on a mis au cœur de notre plan stratégique. On a un plan stratégique environnemental pour l'ensemble de nos activités qui s'appelle LIFE, et la biodiversité est au cœur de cette politique.
on s'est posé 2 briques sur le sujet biodiversité. Tu parlais des résultats scientifiques assez catastrophiques et que donc il faut s'appuyer sur la science. Donc on a résolument décidé de nous appuyer sur la science pour essayer de prendre le plus vite possible les décisions les plus éclairées. C'est pour ça que nous sommes membres en particulier de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et que nous soutenons des thèses en matière de biodiversité, et y compris en sujet qui est adjacent, tout ce qui est comptabilité environnementale. Deuxième pilier, c'est vraiment faire comprendre à tout le monde à l'intérieur de l'entreprise en quoi son métier, sa décision, la matière qu'il va utiliser a un impact sur la biodiversité. Et donc notre deuxième pilier, c'est vraiment la formation, parce qu'on croit que les sujets de biodiversité, comme d'environnement en général, comme de développement durable, c'est des sujets qui doivent être intégrés par tout le monde à l'intérieur de l'entreprise. Donc, deuxième grand sujet, la formation, dont des modules de formation, et je vais pas rentrer plus dans les détails. Alors, revenons à nos chaînes d'approvisionnement. Elles sont extrêmement variées. On a des chaînes d'approvisionnement historiques et courtes. Le meilleur exemple, c'est la vigne. Quand vous faites du vin, vous connaissez du cognac, vous connaissez vos viticulteurs, enfin les familles de vos viticulteurs depuis des siècles, et donc la chaîne est très courte. Et là, ça va être un travail relativement facile d'amélioration ensemble des pratiques. Et je pense NC, par exemple, qui est en plan en ferme éco-phyto pour réduire l'utilisation des pesticides. Et on a complètement à l'inverse des chaînes qui vont être très longues et compliquées et pas toujours connues. Je prends l'exemple de la mode. Le coton, quand vous achetez une toile de coton, où a poussé le coton ? Quelquefois, vous ne le savez pas. Et remonter cette chaîne est quelquefois difficile. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Il y a des structures qui existent, qui peuvent vous permettre de remonter, de cartographier assez rapidement ces chaînes d'approvisionnement. Et donc là, cette fois, vous allez aller jusqu'au niveau agricole. Et là, vous allez travailler avec les agriculteurs. La chance qu'on a à l'intérieur du groupe, c'est que comme on est très varié, on a quelques-unes de ces chaînes qui sont complètement intégrées. Je pense à une marque italienne qui s'appelle l'Europiana, qui fait elle-même la laine, qui fait elle-même le cachemire, etc., et qui va jusqu'à la chèvre, qui va là aussi travailler avec des scientifiques, mais aussi avec les agriculteurs, afin d'améliorer ces pratiques. Et ça nous irrigue pour aider nos chaînes d'approvisionnement qui, elles, vont être externes, de manière à pouvoir améliorer nos pratiques. Sylvie, on oui. a un temps très court, oui. Et donc je vais vous demander, je sais que vous faites tous beaucoup de choses, donc je vais être très inflexible sur les uns et les autres. Non, il n'y a pas de problème. Et donc je pense que Sandrine avait envie de te poser une question. On va Sandrine voir. Passe, pas de problème. Et donc je t'interromps pour elle. Si tu peux me laisser un message sur les filières, ça, parce que je pense que c'est important, c'est travaillons en commun. Oui. C'est travaillons en commun, y compris entre concurrents. C'est comme ça qu'on avance. Voilà. Très bon message. Merci beaucoup. Sandrine. Alors moi, j'avais une petite question donc à Sylvie pour le groupe LVMH, et notamment concernant le secteur de la cosmétique, qui aujourd'hui, tu l'as dit, un des grands enjeux, c'est d'assurer la ressource. Un des grands enjeux en matière de diversité biologique et de biodiversité, c'est d'assurer la diversité biologique in situ. On a un nouvel instrument qui est rentré en vigueur, un des tout premiers instruments réglementaires opposables, qui est le protocole de Nagoya, qui a été adopté à l'échelle de l'Union européenne en 2013, qu'on retrouve dans la loi biodiversité, donc est un mécanisme d'accès et de partage juste et équitable lié à l'utilisation des ressources génétiques. Comment la filière cosmétique de LVMH intègre ce nouvel instrument qui donc permet la préservation de la biodiversité tout en assurant cet enjeu aussi qui est important de préserver la qualité de vie des habitants qui dépendent de ces ressources naturelles. Oui, alors très rapidement, en gros, c'est à partir du moment où je vais utiliser une ressource génétique,
quasiment d'où qu'elles viennent, enfin au moins dans les pays qui ont signé. Je vais, avant de pouvoir utiliser la ressource, aller discuter avec le point focal de l'État et les populations locales, leur dire voilà, je compte faire une recherche sur cette matière première et mettons-nous d'accord sur la manière dont on va faire ces recherches. Et dès le départ, mettons-nous d'accord aussi sur le retour qu'on va donner aux populations locales, retour qui peut être financier, retour qui peut être non financier, mais dont l'objectif est la préservation de la biodiversité. Alors nous, ce travail-là, aller travailler sur des ressources naturelles dans le monde entier, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Et donc, on avait des pratiques. Et quand a commencé à arriver ce règlement APA, nous, ce qu'on a voulu voir, c'est qu'est-ce que ça change dans nos pratiques. Donc, je vous parlais de la FRB. On a sollicité 3 chercheuses qui ont été localement sur place sans nous pour pouvoir poser des questions et qui sont venues avec un certain nombre de recommandations sur les modifications. Qu'est-ce que le règlement va... les grandes choses que... Je vais être obligée de t'interrompre à nouveau. Pardon ? Mais en tout cas, ça prouve que le sujet est pris sérieusement, mais que ce n'est pas non plus un sujet facile, puisqu'il y a 3 chercheuses en train d'y travailler. Non, c'est fait. Il y a 3 chercheuses qui y ont travaillé, et maintenant, ça passe à l'action. Oui, et donc le résultat de tout ça, c'est que ce qu'il y a d'extrêmement positif, c'est qu'on a des formes de contrats qui vont pouvoir être les mêmes à travers la planète, et au moins on a quelque chose d'écrit. Le résultat, le risque, c'est de la déception, parce qu'à partir du moment où on va chercher sur 100 plantes, il y en a à l'arrivée, et ce sera 8 à 10 ans plus tard, 4 à 5 qui seront utilisées. Effectivement, donc une obligation d'échange pour que la déception ne vienne pas au bout des 10 ans. Voilà, exactement. On était dans le partage. On va passer maintenant à Olivier Guichardon, lui aussi très consommateur de ressources naturelles, mobilisateur de ressources naturelles, puisque Sequana, c'est à la fois donc Arjowiggins qui produit du papier et Antalis qui distribue du papier venant d'autres fabricants. Donc, comment est-ce que la biodiversité, à travers une chaîne de valeur assez longue, bois, pâte à papier, distribution, peut arriver à intégrer la biodiversité, Olivier ? Alors, je dois dire, Olivier, on lui est particulièrement reconnaissant parce qu'il a présidé le groupe de travail de 3 ans dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci Claire. Bonjour à tous. Comme Claire l'expliquait, on a une chaîne d'approvisionnement qui est assez longue entre la forêt, la transformation, les scieries, la fabrication de la pâte, la fabrication du papier et la distribution. Il est bien évident que le groupe, en tant que distributeur de papier, a un lien extrêmement fort avec la ressource naturelle et la forêt. On a 2 enjeux liés à la biodiversité, un lien direct ou indirect. Le premier, c'est d'être en capacité de garantir l'absence totale de bois illégal ou de bois provenant de forêts primaires ou naturelles. Et le deuxième, c'est de faire en sorte de privilégier les approvisionnements provenant de forêts gérées durablement. Jusqu'à 2013, on s'attaquait uniquement au deuxième enjeu qui était de garantir l'approvisionnement provenant de forêts gérées durablement à travers les certifications. En 2013, on s'est dit qu'on souhaitait aller plus loin dans une meilleure maîtrise de la chaîne de valeur et on a mis en place un outil, donc ça va être assez concret, je vais juste présenter cet outil-là qui est une plateforme dédiée à nos fournisseurs, qui est une plateforme dédiée à la RSE surtout et à toutes les questions de traçabilité en particulier. Donc, tous nos fournisseurs aujourd'hui remplissent des questionnaires assez complets, même très complets ou trop complets selon eux, qui sont en 3 parties. Un sur les questions même de RSE, où là, ils nous fournissent tous leurs engagements, tous leurs résultats sur toutes les thématiques de la RSE, incluant les thématiques sociales, aussi d'éthique des affaires et de respect des normes du travail. Et puis, c'est le point sur lequel je souhaiterais faire un focus, c'est toutes les informations liées aux produits. Alors, outre toutes les informations réglementaires qui peuvent exister partout dans le monde, puisque Antalis est présent dans plus de 45 pays, on a intégré également toute la question de la traçabilité. C'est-à-dire que chaque fournisseur va renseigner pour chacun des produits qu'il nous fournit l'espèce d'arbre qui est à l'origine du produit, et son pays d'origine et la région d'origine. Donc nous, on est en capacité d'avoir la traçabilité depuis la forêt jusqu'à l'imprimante. Après, une fois qu'on a cette information, nous, on a intégré dans l'outil un module de diligence raisonnée
qui permet d'évaluer le niveau de risque de chacun de nos produits sur une échelle de 1 à 15. Et ce référentiel se base sur, enfin, cette classification se base sur 3 référentiels. Bien entendu, l'espèce d'arbre, où là, on a repris la liste rouge de l'UICN, c'est-à-dire qu'on met un niveau de risque de 1 à 8 sur chacune des espèces d'arbres qui est renseigné dans la base. On a un risque pays qui se base sur le Global Forestry Platform, qui intègre le risque pays de Transparency International. Et puis, on a un risque certification ou absence de certification. Donc tous nos produits sont ainsi classés de 0 à 15 et on s'est fixé comme obligation d'atténuer le risque une fois que le risque est supérieur à 12. Et donc on a un comité interne qui intègre le département juridique, le département des achats et bien sûr la RSE, où on prend des mesures correctives qui vont de la demande aux fournisseurs de substituer une espèce d'arbre par une autre, puisque bien souvent c'est la problématique de l'espèce d'arbre, où dans certains cas les fournisseurs ne savent pas qu'une espèce est potentiellement en danger. Et l'autre alternative, c'est de déréférencer un fournisseur, ce qui est arrivé à quelques occasions. Donc on a un vrai outil qui nous permet de prendre en compte et de mieux maîtriser notre chaîne d'approvisionnement jusqu'à l'exploitation forestière. Merci beaucoup. Très bien. Un mot. Non, Sandrine a une question à te poser, donc... Oui, Olivier, tu as parlé de traçabilité. Moi, j'ai une question en 2 temps. La première, on a des systèmes de labellisation pour ce qui concerne l'utilisation du bois, FSC, PEFC. Quelle est la validité de ces certifications? Qu'est-ce que ça nous apporte réellement? Et puis enfin, dans cette stratégie, puisqu'on sait que ça participe aussi à la préservation de la biodiversité, ce sont les circuits courts. Est-ce qu'il y a une politique pour favoriser l'utilisation du bois français plutôt que de le faire venir de Pologne ou de l'autre bout du monde? Non, je vais essayer de répondre rapidement. Les certifications, il y a effectivement... il n'y a pas que 2 certifications, il y a plein de labels et certifications dans le secteur papetier. Alors, c'est une chance et en même temps un inconvénient, parce que l'inconvénient, c'est que pour l'utilisateur final, il s'y perd. La chance, c'est que les certifications et les systèmes de certification sont dans un système, je ne vais pas employer le mot, mais de concurrence, mais donc ils sont tirés vers le haut. Aujourd'hui, les deux que tu as cités, on a le FSC qui, à l'origine, a été créé par les ONG pour la société civile. On a le PEFC qui a été créé plus par les entreprises pour les entreprises. Ce qui est important, au-delà d'une éventuelle classification, et là-dessus je peux témoigner, c'est que les 2 systèmes de certification sont une démarche de progrès constante et qu'aujourd'hui, on doit faire confiance au label. Et on doit faire confiance à toutes les parties prenantes qui sont intégrées dans la gouvernance de ces systèmes de certification pour faire en sorte que les standards soient toujours plus solides et apportent toujours plus de garanties pour le consommateur. Donc ça, c'est le premier point. Et aujourd'hui, même si, bien entendu, comme dans tous les labels, dans tous les domaines, que ce soit sur le bio ou autre, il y a toujours quelques trous dans la raquette. Je pense que c'est important de faire confiance à ces labels parce que c'est leur survie et que vaut mieux un label qui n'est pas parfait qu'une absence de label. Les circuits courts. Sur la question de la forêt française, on a une forêt française qui est en très bonne santé. C'est la 3e forêt européenne aujourd'hui, qui capte 64 millions de tonnes de CO2 par an, qui est en croissance, mais qui est sous-exploitée économiquement. Et pour plein de raisons. Dans le secteur papetier, une des raisons principales, c'est que la forêt française aujourd'hui, elle est principalement basée sur du feuillu. Et pas beaucoup de résineux, que les résineux sont plutôt en zone montagnarde et qu'économiquement, c'est beaucoup plus difficile d'exploiter ces forêts-là. Bien entendu, il y a du papier qui provient de bois français. L'autre difficulté qu'on retrouve dans d'autres pays d'Europe comme le Portugal, c'est qu'on a en France 3,5 millions de propriétaires forestiers et que c'est assez dur aussi économiquement de concurrencer les pays nordiques comme la Finlande, la Suède, qui ont des exploitations forestières immenses. Après, et juste pour conclure, Claire, mon intervention,
Il y a une alternative à tout ça que nous, on pousse fortement, c'est bien entendu le papier recyclé. Aujourd'hui, nous, on pousse pour plus de consommation de papier recyclé. Attention, pas plus de consommation, hein, plus de consommation de papier recyclé. On a des vrais enjeux de collecte sélective, parce qu'aujourd'hui, pour faire du papier graphique, ce qu'on appelle du papier graphique, c'est-à-dire papier que nous, on n'utilise pas du papier journal ou pas du papier d'emballage, pour faire du papier graphique de bonne qualité, il faut une matière première, secondaire de bonne qualité, et donc il faut un tri sélectif. Et aujourd'hui, que ce soit dans les bureaux ou dans les administrations, à part sur les grands centres comme la Défense, cette collecte sélective ne se fait pas. Donc nous, on a des usines de papier recyclé et on a beaucoup de mal à s'approvisionner en vieux papier. On a compris, je pense qu'on a compris l'appel. Merci beaucoup. Katarzyna, on va passer donc à Nespresso. Nespresso qui est un fournisseur. Je ne présente pas le produit, je crois que tout le monde le connaît et peut l'apprécier aujourd'hui. En matière de biodiversité aussi, Nespresso fait beaucoup de choses. On sait que vous faites des choses sur le recyclage de l'aluminium et sur beaucoup de choses. Mais en termes de biodiversité, comment est-ce que vous intervenez ? Merci Claire pour cette introduction. Effectivement, quand on parle de Nespresso, on parle bien évidemment du café. Et quand on parle du café en lien avec la biodiversité, eh bien, j'ai envie de vous parler de deux problématiques. Premièrement, il n'y aura pas de café sans biodiversité. On imagine bien que tout ce qui va toucher à la présence des insectes pollinisateurs, les auxiliaires des cultures, donc la micro-biodiversité des cultures agricoles est indispensable. Mais quand on sait aussi que le café, c'est une plante qui pousse dans les zones tropicales, très souvent en toute proche zone de conservation de la biodiversité, et on sait à quel point la biodiversité dans les zones tropicales est importante, eh bien on a vraiment un enjeu de conservation et de gestion des exploitations agricoles et celle de préservation de la biodiversité primaire. À la fois, les cafés est une culture aujourd'hui qui pose un souci parce que la production se développe globalement dans le monde, mais elle est aussi une part des solutions. Je ne sais pas si vous savez que les cafés à l'origine une plante forestière, donc à l'état sauvage, les cafés poussent dans la forêt, et en fait, les modèles ancestrales des cultures sont celles qui épanouissent cette plante en présence d'autres arbres. Chez Nespresso, on n'a même pas une volonté de remonter dans les champs, c'est une réalité, c'est-à-dire que les 70 000 fermiers qui produisent les cafés de Nespresso sont en relation directe avec l'entreprise. Cette proximité, c'est même pas une évaluation, c'est vraiment une relation directe, nous a permis de les accompagner dans la transition de leur pratique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on a du personnel, 300 agronomes dans le pays, qui au quotidien permettent à ces caféiculteurs d'améliorer les pratiques, de contrôler les sols, de protéger les ressources en eau, et donc peuvent aussi réguler un certain nombre des items liés à la biodiversité. D'ailleurs, un tiers des éléments de référentiel du programme AAA de Nespresso sont dédiés à la biodiversité. Du coup, grâce à cette relation directe, il y avait une pratique agricole qui s'est avérée particulièrement probante, qui est effectivement les modèles agroforestiers. En 2014, on a pris la décision d'accélérer le mouvement en partenariat avec Pure Projet, donc, qui développe les projets agroforestiers pour Nespresso. 500 000 arbres sont plantés chaque année. Et c'est un vrai espoir de créer demain une filière qui permet un équilibre entre les enjeux sociaux. Il ne faut quand même pas oublier que les petits producteurs dans les terrains de culture sont à peine plus grands qu'un terrain de foot. Il faut qu'ils vivent de leur culture. Donc l'agroforesterie a un excellent levier pour donner un revenu supplémentaire. C'est également un levier de la biodiversité, puisqu'à la fois la présence des arbres, bien évidemment, donne l'habitat aux insectes, mais aussi à d'autres types d'espèces de biodiversité. Et puis, permet aussi de gérer de manière durable la protection contre toutes les maladies.
voilà une pratique qu'on croit très vertueuse. Merci beaucoup, Katarzyna. Effectivement, ça montre que on a vu déjà dans les 3 premières interventions, il faut qu'il y ait des gens qui s'en occupent et des gens qui s'en occupent au plus près du terrain. Sandrine avait une question sur le café. Une question biodiversité et santé. Il y a une forte demande et une attente aujourd'hui des consommateurs, et notamment au regard de l'utilisation des pesticides. À quand du café bio Nespresso ? C'est effectivement une question qu'on se pose nous aussi. La mise en place du modèle agroforestier est une probablement meilleure pratique pour permettre demain de fabriquer du café bio, puisque, comme je disais, les bénéfices des arbres sont à la fois très importants pour diminuer les entrants chimiques dans les champs et surtout pour supprimer l'utilisation des pesticides dans les systèmes de gestion et de protection contre les maladies. Il y a des pays où la culture des cafés est déjà complètement bio. C'est le cas pour tout café provenant de l'Éthiopie. La question est après, est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment prioritaire de faire certifier ces cafés pour le consommateur et pour le label? Nous, on a fait pour l'instant le choix de promouvoir nos investissements dans l'implémentation de ces pratiques et pas forcément dans la certification bio, sachant que les cafés, par ailleurs, certifiés Rainforest. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une question entre on fait ou on contrôle, et tout ça, c'est du monde. Et donc, le choix, là, pour le moment, est de plutôt faire. Mais ça coûte effectivement cher. Nathalie De Vulder, donc directrice développement durable du réseau de transport d'électricité. Le réseau de transport d'électricité, on sait qu'il traverse les forêts, il traverse les plaines. Et RTE, depuis plusieurs années, travaille à le rendre biodiversité favorable. Oui, alors nous, nos impacts sont plutôt directs versus indirects. Peut-être 2 petites histoires pour vous expliquer comment on a changé notre regard sur les infrastructures. En 2005, le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine trouve sous les emprises de ligne des stations de Gentiane de Monande qui accueillent un papillon l'azuré des Moulières. Beaucoup plus qu'ailleurs, c'était un papillon et une plante qui étaient en voie de disparition. 2 ans plus tard, à l'occasion d'inventaire du Muséum d'histoire naturelle en Île-de-France, pareil, des espèces patrimoniales dont le polygala chevelu qu'on n'avait pas vu depuis 60 ans sous nos lignes. Et donc finalement, on avait contribué à préserver cette biodiversité sans s'en rendre compte, en réouvrant des milieux en zone forestière ou dans des zones de déprise agricole, voire en périurbain pour la région parisienne. Et donc, le muséum nous a incité, c'était l'époque du Grenelle de l'environnement et de la conscience biodiversité, à travailler cette question. Et là a germé l'idée de faire de nos emprises de ligne des corridors de biodiversité contribuant à la trame verte et bleue. Alors, les emprises, c'est 100 000 km de ligne, 80 000 hectares, donc c'est intéressant en zone forestière ou de zone sensible. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas propriétaire des terrains qu'on surplante, donc si on veut faire, il faut travailler avec les propriétaires. Et deuxième chose, c'est qu'on n'est pas spécialiste de la biodiversité. C'est la raison pour laquelle on travaille depuis des années avec notamment la recherche, mais des gestionnaires d'espace comme les parcs, les conservatoires d'espaces naturels, les réserves, etc., même les chasseurs, vraiment tout le monde. On n'est jamais trop pour travailler le sujet. Et donc, du coup, expérimenter des gestions alternatives, puisque je ne l'ai pas dit, mais pourquoi on s'occupe de végétation, c'est qu'il y a des contraintes de sécurité et donc il faut venir entretenir la végétation tout à fait régulièrement. En 2011, on a lancé un grand pilote dans le cadre d'un projet européen avec nos homologues ELIA. Et là, le pilote, c'est notamment 150 km d'aménagement différencié, alternatif au gyrobroyage, avec donc un certain nombre de partenaires. Et donc là, l'idée, c'est d'inciter finalement les agriculteurs, les forestiers à s'emparer des surfaces sous les lignes pour expérimenter des alternatives. Donc c'est des lisières étagées, on a structuré des mares, des tourbières, enfin donc
vraiment plein de types d'espaces, des prairies. Et donc, il y a un triple bénéfice. Un, d'abord, il est écologique parce qu'il dynamise la biodiversité. Hein. Le deuxième est économique. Et donc, l'objectif de ce pilote, c'était de montrer qu'on pouvait faire intelligemment les choses, mieux pour la biodiversité et économiquement rentable. Le budget végétation, c'est quand même notre premier budget au niveau de la maintenance. Et montrer que la solution est économiquement viable, parce qu'il ne s'agissait pas de faire multiplier les coûts de transport de l'électricité par 2. Et puis le troisième, il est social, parce que ça permet, le fait de travailler comme ça avec d'autres, un meilleur dialogue, probablement une meilleure acceptation. Et puis les paysages s'en trouvent, améliorés, intéressants. Et puis ça donne aussi finalement du sens et de la fierté à nos salariés qui contribuent finalement à protéger ce bien commun. Alors le sujet aujourd'hui, c'est comment changer d'échelle. Effectivement, on fait des expérimentations, on a validé un certain nombre de choses, on a des briques de solutions. Et changer d'échelle, c'est finalement intégrer cette biodiversité dans le modèle économique. Et donc là, c'est transformer finalement nos emprises en corridors écologiques. C'est devenu un projet stratégique d'entreprise, puisque c'est un des engagements du projet d'entreprise qui est sorti juste à l'été dernier. Et donc, ça contribue aussi à notre ambition, finalement, d'apporter des solutions et des services au-delà du seul accès à l'électricité. Ça correspond aussi à notre ancrage dans les territoires. Et donc là, on a identifié 3 projets vitrines, dont les suites du LIFE biodiversité dont je parlais dans les Ardennes, donc avec des opportunités très intéressantes, puisque là, on a une emprise forestière importante, c'est plus de 500 hectares. On a un PNR qui regroupe toutes les communes, qui est super motivé. On a l'ONF qui gère la plupart des forêts. Et donc, des opportunités importantes avec une appétence pour généraliser ce projet. Alors, pour RTE, ce sont des opportunités, mais aussi beaucoup de questions à régler. Donc, c'est vrai que passer à une phase plus industrielle, c'est une question d'organisation. Et donc là, on travaille dans le cadre de nos politiques techniques sur justement cette politique végétation pour l'industrialiser, de faire de ce projet un test qui va pouvoir être transféré à d'autres territoires. C'est aussi pouvoir... Pourquoi pas étendre les méthodes du LIFE à finalement des filières type bois énergie, culture productive, agriculture. Donc, mais ça suppose aussi de travailler sur les compétences. Ce n'est pas les mêmes compétences à venir gérobroyer que venir faire du génie écologique. Donc aussi bien pour nos salariés que pour les entreprises prestataires. Et puis c'est travailler la question du financement, puisqu'en fait aujourd'hui l'entretien de la végétation, je le disais, c'est de l'exploitation. Hein. Et là en fait on va investir beaucoup. Donc du coup, comment on va passer cette bosse, puisqu'on se rend compte que c'est rentable au bout de près de 5 à 10 ans, et qu'au final, on arrive à diviser par 2 les coûts de gestion de la végétation. Donc ça vaut le coup de le faire, mais il y a effectivement ce changement. Et donc pour conclure, je voudrais dire que comme dans toute période de transition, on ne passe pas d'un modèle à un autre d'un claquement de doigts, mais finalement, la conversion va demander un peu de temps, mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur le bon chemin. Il y a combien de personnes à faire changer d'état d'esprit sur la biodiversité? On est de plus en plus. Il faut dans le personnel d'exploitation. Le personnel d'exploitation, là maintenant, c'est 4000 salariés sur les 8500 personnes. Alors tout le monde ne s'occupe pas de végétation. Il y a peut-être un quart des gens de la maintenance qui sont de près ou de loin, mais toute la maintenance est concernée, effectivement, mais pas que, effectivement aussi les gens qui construisent des lignes, puisque l'idée, c'est peut-être aussi d'éco-concevoir notre réseau pour intégrer, dès la conception du réseau, une emprise éco-conçue pour la végétation. Donc, en fait, ça concerne toute l'entreprise. Et effectivement, de se mettre d'accord avec les propriétaires. Sandrine, tu avais une question pour Nathalie. Oui, j'aurais aimé savoir, Nathalie, quel avait été le déclencheur de cette nouvelle stratégie d'entreprise? Est-ce que c'est la contrainte réglementaire, de la compensation, de l'éviter, éviter du coup l'impact, le réduire ou le compenser? Ou est-ce que, à l'inverse, ce qui a marché, c'est la dynamique volontaire et notamment celle qui peut s'appuyer sur l'engagement dans la stratégie nationale pour la biodiversité?
C'est effectivement la dynamique volontaire, puisque 2006, même avant d'ailleurs, notre politique environnement, je regarde Jean-François, elle date de 2004. La biodiversité, c'était déjà le premier axe de notre politique environnement. Donc, mais on ne savait pas tout ça à l'époque. En fait, c'est finalement le fait de travailler avec d'autres. Ces études, on parlait de connaissances tout à l'heure, c'est indispensable. Sans ces connaissances, ces inventaires, on n'aurait absolument pas imaginé que finalement, on pouvait nos emprises pouvaient permettre de développer. Donc là, c'est vraiment, effectivement, la démarche volontaire et les résultats associés qui nous ont fait avancer petit à petit. Là, ce que je raconte, ça paraît peut-être évident, mais ceci dit, ça a pris du temps, y compris dans les esprits, de faire changer finalement notre regard sur ces infrastructures et de se rendre compte que finalement, elles pouvaient générer aussi un réseau de biodiversité au-delà d'un réseau qui apporte un bien essentiel qu'est l'électricité. Et donc, bon, on s'est inscrit dans ce cadre-là dans la SNB dès l'origine, avec d'autres infrastructures linéaires. On a créé un club en 2008, le club des infrastructures linéaires, qui regroupe toutes les infrastructures linéaires, TIGF, les voies navigables, les autoroutiers, EDF, Enedis, enfin bon, bref, un ensemble d'acteurs pour travailler sur cette question de la biodiversité, lancer des thèses de recherche, effectivement, et aussi nourrir les engagements à l'époque de la SNB. Merci beaucoup. Alors, on voit effectivement, et dans votre cas, c'est plus compliqué que pour, mettons, des infrastructures, d'autres infrastructures qui ont leur maîtrise. Là, il faut que vous fassiez bouger pas mal de gens. Le dialogue avec les agriculteurs se passe bien ? Oui, d'ailleurs, on a aussi des travaux avec les agriculteurs. 70% de notre réseau est chez les agriculteurs, donc on a des liens étroits et historiques depuis bien des années. On a testé, donc suite à l'étude d'une étude de l'IRSTEA, on s'est rendu compte que dans les pieds de pylônes, il y avait aussi beaucoup plus de biodiversité qu'ailleurs, à partir du moment où on ne fait rien, on laisse la nature faire. Sauf qu'en fait, les agriculteurs, ils ont un peu peur des adventices, qui viennent, donc les chardons, les coquelicots qui viennent qui viennent finalement se développer dans les champs. Et donc il y a tout un travail dans la Beauce et le Gâtinais avec des agriculteurs et donc l'IRSTEA pour identifier finalement des semences qui vont permettre d'être des auxiliaires agricoles utile pour les cultures, mais en même temps permettre le développement de la flore et donc des insectes, des petits animaux dans les pieds de pylônes, parce que les pieds de pylônes, c'est aussi une continuité écologique, c'est finalement 200 mètres carrés tous les 300 ou 400 mètres, et donc c'est une continuité sous pas japonais, comme disent les spécialistes. Voilà, qui aurait cru que le transport d'électricité allait conduire à des jardins japonais, ou presque. Eh bien, écoutez, merci d'avoir posé vos questions. Alors, à la manière de Kering, avez-vous un outil pour mesurer en euros vos impacts sur la biodiversité ? Est-ce que l'un ou l'autre a un outil ? Alors, on a entendu parler de coût d'investissement. Est-ce que vous êtes lancé dans des tentatives pour mesurer le coût, un coût de l'impact ? Et est-ce qu'un outil économique peut être imaginable dans vos impacts, pour évaluer vos impacts sur la biodiversité ? Je pense les uns ou les autres. Pas de notre côté. Pardon ? Pas de réponse ? Non, en fait, je vous renvoie à une autre publication que vous trouverez sur le site de PE. On a fait un travail sur les indicateurs de la biodiversité. L'énorme avantage du carbone, c'est qu'on a une unité commune qui est la tonne équivalent CO2. L'énorme inconvénient de la biodiversité, c'est que pour mesurer l'état de la biodiversité sur un site donné, il y a 350 paramètres quand on veut le faire sérieusement. Donc ensuite, Kering le fait en convertissant en hectares nécessaires pour ces cultures, les cultures nécessaires à ces productions. Donc il y a l'hectare de terrain qui peut éventuellement être utilisé comme ça, mais c'est quand même une mesure très très approchée et qui n'est pas facile à relier à l'action, on va dire. Donc, alors, Sylvie. Mesurer notre impact. Alors, tu parlais du changement climatique, biodiversité, mais eutrophisation, enfin, l'ensemble des sujets de notre chaîne d'approvisionnement, on l'a mesuré, oui. Le transformer en euros, c'est pas notre vision, parce que peu importe la valeur de l'écosystème, ce qui est important, c'est ce qu'on va mettre en place pour maintenir cet écosystème en fonctionnement, et pas de savoir combien il vaut, qui est intellectuellement intéressant. Mais voilà. Par contre, on soutient des thèses sur la comptabilité environnementale, dont l'idée est qu'un jour, quand tu vois le bilan financier d'une entreprise, tu es parfaitement capable de mesurer elle en est financièrement. Et je pense vraiment qu'un jour, il y aura la même chose en matière de capital naturel, voire de capital social. Et donc, ça, ce travail-là, qui est plutôt avoir une vision de comment
se porte l'entreprise en matière de capital naturel, oui, ça c'est un sujet. Il y a effectivement des travaux et des méthodologies, voilà, mais qui aujourd'hui sont encore au niveau de recherche, voilà, à la rigueur de pilote. Enfin, d'ailleurs, Kering est un premier pilote, pratiquement la première à l'avoir fait, mais il y en a d'autres. Mais effectivement, c'est pas encore très mûr. Nespresso, moi j'aimerais rajouter une petite chose justement sur cette question et l'évaluation en euros. Aujourd'hui, l'exercice qui a pu être fait, il a été fait en 2010 par un banquier indien. Sur la question de la biodiversité, on a évalué quel était le coût de l'inaction, de la même manière que ça avait été fait pour le climat. Et le coût de l'inaction et la destruction de notre capital naturel, ça c'est évalué économiquement et en euros. On a plus de difficultés, et c'est vrai parce que c'est une démarche qui est un peu différente économiquement. Aujourd'hui, nous bénéficions de services écosystémiques, de services rendus par la nature et la biodiversité qui sont gratuits et dont notre économie et dont notre système économique et les entreprises profitent aujourd'hui gratuitement. La destruction de ces écosystèmes, la raréfaction de ces services rendus, et il faut savoir que c'est 60% de ces services rendus par la nature qui ont été dégradés sur les 50 dernières années, sera un coût pour l'économie d'une manière globale et à l'échelle de chacune des entreprises qui, même quand elles ne s'en rendent pas compte, dépendent plus ou moins directement ou indirectement de la nature et de ses services écosystémiques. Sandrine, au-delà de cette réflexion donc, sur les services écosystémiques, peut-être tu peux nous dire, on reviendra aux questions, ce que fait Humanité et Biodiversité quand elle n'interpelle pas les entreprises. Ah. Ou d'ailleurs, ça fait manifestement partie de son activité aussi. Alors, vigilance. Humanité et Biodiversité, c'est une association qui a 40 ans, qui est née en même temps que la première loi de protection de la nature en 1976. Elle a été créée par Théodore Monod. Je pense que ça doit parler à un certain nombre d'entre vous. Présidée jusqu'à peu, et c'est aujourd'hui notre président d'honneur par Hubert Reeves, et notre nouveau président est Bernard Chevassus-Louis. C'est une association, comme son nom l'indique, Humanité et Biodiversité, qui a vocation à faire le lien entre les activités humaines et la biodiversité pour décloisonner cette question de la préservation de la nature, de sa reconquête, parce que notre credo, c'est la nature pour tous, avec tous et partout. Donc forcément, on part du principe que chacun d'entre nous, maintenant, vu l'état qui a été rappelé, chacun d'entre nous a son rôle à jouer, et à ce titre-là, les entreprises aussi. Donc oui, nous sommes une association de plaidoyer essentielle, donc on tente d'agir sur les différentes échelles politiques, mais également on tente de convaincre, on fait de la formation, grand public, on accompagne des entreprises. Ça fait 3 ans qu'on fait le tour de France avec CCI France sur la question biodiversité et entreprise, pour voir de quelle manière les entreprises peuvent intégrer cet enjeu. D'un point de vue, on crée des oasis nature avec les particuliers, mais également on a eu plusieurs projets d'oasis nature, par exemple avec Noroto, donc sur des sites industriels. Et puis enfin, on fait de l'accompagnement, du conseil, et notamment à toutes les entreprises qui décident de s'engager et d'engager en interne une stratégie, de s'engager dans la stratégie nationale pour la biodiversité, puisqu'on a développé à ce titre une longue expertise qui nous permet de pouvoir conseiller, accompagner en termes de responsabilité sociale et environnementale et d'intégration des enjeux biodiversité au sein de la stratégie d'entreprise. Je vous résume comme ça rapidement, mais vous voyez que notre objet est de participer à la lutte contre la perte de la biodiversité dans tous ses impacts. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus, et c'est pas nouveau, que le secteur économique a un rôle très important à jouer pour lutter contre la perte de la biodiversité. Merci beaucoup. On va peut-être revenir aux questions. Voilà. On va rester sur Nespresso. La valeur ajoutée, il y a plusieurs questions pour Nespresso. Combien de capsules consommées dans le monde? Et quel taux de... le recyclage fait moins partie de la biodiversité, mais enfin, ça touche quand même la consommation d'aluminium. Donc, combien de capsules, quel volume à peu près, Katarzyna? Donc, Nespresso achète moins d'1% de café dans le monde et représente moins de 6% des tasses bues en France. Donc, ça vous donne juste une idée du rôle que joue notre marque sur le marché global de café. Par rapport au recyclage des capsules,
C'est un sujet très important et bien sûr, même quand on parle de la biodiversité, on ne peut pas ne pas parler de l'aluminium. Donc, d'abord et avant tout sur la partie sourcing, Nespresso était à l'origine d'une initiative très intéressante qui permettra dès l'année prochaine d'établir un référentiel des certifications de la provenance d'aluminium, de la même façon que ça a été fait au niveau du bois, de provenance du bois ou de la pêche durable. L'aluminium aura enfin son référentiel de certification de pratiques dans lesquelles il a été conçu. Cette initiative, donc proposée par Nespresso aujourd'hui, animée par l'UICN, donc probablement le représentant de la société civile le plus à s'adapter à animer ce type de démarche. Donc, Nespresso s'est engagé à l'horizon de 2020 d'acheter 100% de son aluminium provenant de sources certifiées. Maintenant, sur le recyclage. Bien évidemment, il n'y a pas de problème d'utiliser l'aluminium dans l'emballage de la capsule à condition de la recycler. Et c'est très important de poursuivre les efforts que nous menons pour augmenter le taux de collecte. Aujourd'hui, seulement un client sur 5 rapporte ses capsules grâce à un système exclusif de Nespresso qu'on a développé sur les territoires. C'est certainement pas assez et on a identifié les freins à cette démarche. Depuis 7 ans déjà, Nespresso s'est attaqué à une solution qui probablement résoudra durablement le problème de recyclage, qui intégrait la capsule dans le bac de tri avec tous les autres emballages. Donc ça, c'est un projet métal que nous menons depuis 7 ans déjà, et sachez que 8 millions de Français peuvent déjà recycler les capsules via la poubelle jaune, et l'objectif est de, comme pour les plastiques, à l'horizon de 2022, pouvoir couvrir 100% du territoire. Ça, c'est un énorme chantier que Nespresso mène depuis plusieurs années. Peut-être une deuxième question pendant qu'on est sur Nespresso, sur le partage de la valeur ajoutée et le fait que est-ce que le café Nespresso est équitable en termes de rémunération des producteurs. Et je pense que là, on voit la conscience des consommateurs qui s'éveille pour savoir ce qu'ils boivent. Nespresso paye déjà son café 30 à 40% plus cher que les prix pratiqués du marché. Notre prix d'achat de café n'a jamais été inférieur au prix garanti par les prix planchers des commerces équitables. Les commerces équitables est déjà une réalité pour nous, ce n'est pas une fin en soi. Cela ne nous empêche bien évidemment pas de travailler avec les ONG, notamment Fairtrade, avec qui on est allé bien plus loin que la pratique du commerce équitable, en créant en Colombie, qui est notre premier pays fournisseur, un fonds de retraite pour les fermiers qui est une initiative publique-privée, c'est-à-dire une partie des cotisations est abondée par Nespresso. Et donc, c'est ce type de logiques qui sont presque du commerce équitable 2.0 que nous mettons en place dans notre chaîne de valeur. Merci beaucoup. Alors, on a une question pour Nathalie. Quel est l'impact du courant sur la biodiversité survolée par les lignes ? Les champs. Donc, au vu de l'épanouissement de la biodiversité sous les lignes prouvées par les études, je pense que voilà. Alors, est-ce qu'il y a des études sur les champs électromagnétiques et biodiversité dans tous les thèses qu'on a lancés, Jean-François? Est-ce qu'il y en a une sur ce sujet qui a été lancée, qui a été proposée, puisqu'en fait, nous on lance effectivement un certain nombre de questions et les chercheurs proposent des thèses. Je ne pense pas, mais du coup, ça me fait penser à autre chose. Il y a un champ qu'on est en train d'investiguer de manière importante. Là, c'est la biodiversité marine, puisqu'en fait, avec le développement des énergies renouvelables en mer, effectivement, on développe avec un certain nombre de partenaires des projets pour mieux connaître effectivement les impacts de nos liaisons sous-marines en mer. D'accord. Voilà.
Olivier, donc il y a une question sur la véracité dont les fournisseurs remplissent des déclarations. Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'ils n'ont pas de temps en temps la tentation de recopier ce qu'ils avaient fait l'année d'avant? Alors, comment vous vérifiez? Aujourd'hui, on est dans un système qu'on appelle, nous, semi-autodéclaratif, c'est-à-dire que toute information renseignée doit être associée à un document de preuve qui lui-même est vérifié par un tiers. Donc on en est là, on est conscient que ce n'est pas encore suffisant. Le projet qui a commencé en 2013, quand on s'attaque à la chaîne d'approvisionnement, c'est toujours très long et compliqué, notamment en interne pour faire bouger les choses. La prochaine étape, c'est qu'en 2018, quand on aura vraiment consolidé de campagne en campagne les évaluations des risques potentiels, c'est d'associer bien entendu des audits sur site d'un certain nombre de fournisseurs. L'idée, c'est de cibler les fournisseurs qui sont potentiellement les plus à risque selon où ils se trouvent aussi géographiquement, selon quel type de papier ils nous fournissent et selon les espèces d'arbres. Mais aujourd'hui, on a des fournisseurs qui s'engagent aussi contractuellement en lien avec les informations qu'ils fournissent voilà où on en est. Et encore une fois, c'est une démarche de progrès qui, bien sûr, sera consolidée d'année en année. Sylvie avait un élément de réponse. Et pendant ce temps-là, Olivier, je t'invite à te rappeler si tu as regardé Cache Investigation. Oui, et ce que tu en penses. Mais on va donner... Voilà. Oui, pour continuer sur cette réponse, je vous parlais tout à l'heure de la formation et à quel point c'est important. Il y a des gens qui sont chez les fournisseurs relativement souvent, c'est les acheteurs. Donc à partir du moment où vous les avez formés à poser certaines questions, à savoir où il faut qu'ils aillent regarder, à force d'être sur le terrain, il y a un moment où on ne peut plus leur mentir, quoi. Et donc ça permet aussi, cette formation, d'avancer avec les acheteurs sur le terrain. Ouais. C'est très intéressant parce que on voit dans plusieurs de vos interventions qu'effectivement les gens qui vont s'occuper de biodiversité, ce n'est pas la direction développement durable, c'est d'autres professions. Les exploitants dans le cas de RTE, les acheteurs dans le cas de Sylvie ou d'Olivier. D'abord, est-ce qu'ils sont perméables à cette question? Est-ce qu'ils y passent assez facilement? Est-ce que ça les intéresse? Et est-ce qu'on peut compter dessus, un petit peu comme sur les fournisseurs, pour se mobiliser, continuer ou est-ce qu'on est encore dans le registre de la pression? À ma grande surprise, ils sont extrêmement intéressés, attentifs, sensibles au sujet et ils apprennent très vite. Vraiment, on a des résultats extrêmement positifs. C'est un sujet qui semble finalement les passionner assez rapidement. En même temps, c'est aussi nos matières premières, donc ceci peut aussi expliquer cela. Oui, il y a les questions de qualité, voilà. un produit et... Tout va ensemble. Olivier, même... Je ne serais pas aussi optimiste. Les populations d'acheteurs... Aujourd'hui, le projet de plateforme chez nous, la propriété, c'est le service des achats, effectivement. Il a fallu un certain temps, il a fallu presque une année avant de faire en sorte que les acheteurs s'approprient le sujet et qu'ils passent d'une réflexion assez binaire, à savoir, un bon achat, c'est le bon prix et la bonne qualité, à maintenant où on intègre un critère additionnel, c'est-à-dire un bon achat, c'est aussi avec un fournisseur responsable. Donc, c'est une évidence que ça prend du temps quand on modifie les métiers des gens et que maintenant qu'il y a cette appropriation, ce sont les acheteurs qui sont porteurs de nouveaux projets. Et le dernier, c'était par exemple de dire quid des nouveaux fournisseurs, comment on vérifie avant d'engager le business avec un nouveau fournisseur que le fournisseur il a un niveau de responsabilité. Donc on a créé un module additionnel de pré-référencement où avant même qu'ils engagent le dialogue commercial avec le potentiel nouveau fournisseur, nous on fait un petit screening et on donne l'outil donne un go, no go sur le fait que le responsable peut être référencé ou pas. J'enchaîne sur la confiance qu'on peut faire au label, aux organisations et au process de labellisation. Alors oui, j'ai bien entendu vu l'émission. En préambule, je voudrais juste spécifier que c'est extrêmement important que dans notre société, il y ait des lanceurs d'alerte, des contre-pouvoirs, que ce soit les médias, que ce soit les ONG. C'est aussi un des leviers qui font bouger à l'intérieur des entreprises ou plus largement dans la société. Donc ça, c'est extrêmement important. Pour revenir
typiquement sur l'émission et le cas du PEFC, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, il y a des trous dans la raquette. In fine, le label qu'on souhaite avoir, il est sur un produit, que ce soit une ramette ou n'importe quoi. Aujourd'hui, si on certifie, comme c'était le cas, par exemple, une centrale nucléaire, il n'y a aucun produit de bois qui va sortir de ça. Donc, il n'y a pas d'impact. Il y a un dysfonctionnement, effectivement, dans le process de certification d'une exploitation ou d'un terrain, mais ça n'a pas d'impact, au final, sur le consommateur ou l'utilisateur final. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à changer, et je crois que le PEFC s'y attelle de façon décuplée. Effectivement, sûrement un peu secoué. Alors, on reste sur ce problème de gestion, Nathalie. Quel dispositif de formation, tu as parlé de changement de culture. Comment on fait changer de culture des milliers de techniciens de maintenance des lignes? En fait, il y a énormément de formations. Ça passe par la formation en salle, mais pas que, au travers des partenariats que je citais tout à l'heure. Effectivement, se met en place des relations, des coopérations. Alors c'est vrai qu'au démarrage, finalement, mais ça c'est un peu derrière nous, il y avait une espèce de méfiance en se disant comment je vais pouvoir entretenir mes trucs, là ils vont quand même ça va être compliqué, et finalement le retour est toujours très positif en disant finalement on est face à des gens qui essayent de comprendre, nos interlocuteurs, on est face à des opérateurs et des gens des exploitants qui essayent aussi de faire bien, de comprendre, et en fait on arrive à avancer ensemble. Je veux dire, de manière relativement sereine. Alors parfois on n'est pas d'accord, parfois il y a des contraintes, mais c'est aussi l'occasion de mieux connaître les contraintes des uns et des autres et de trouver les meilleures solutions. Il n'y a pas toujours des solutions idéales, mais c'est comment on trouve ensemble, on avance ensemble pour trouver des solutions les meilleures en faveur de la biodive, en faveur finalement aussi... on est une entreprise, donc derrière, il faut aussi faire des choses raisonnables. Donc, c'est comment on travaille ensemble pour trouver les meilleures solutions. Mais effectivement, la formation, c'est un dispositif indispensable. Et on a des stages dédiés à la biodiversité. On a dans les stages, des modules, dans les stages plus techniques, des modules dédiés à ça. Donc, on a un catalogue de formation assez important sur le sujet, oui. Alors, il y a au moins une personne dans l'assistance qui trouve que vous êtes trop rose dans ce que vous racontez ou trop vert, et que c'est sûrement plus difficile que ce que vous le dites. Et c'est vrai qu'on est aussi ici pour montrer que ça marche. Mais est-ce que vous pouvez chacun donner, peut-être pas les 3 difficultés, mais les principales difficultés, là où les principales difficultés opérationnelles que vous avez rencontrées? Est-ce que ça a été de convaincre que ça valait la peine d'investir? Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est vers le haut, vers le bas? Et puis ensuite, on demandera à Sandrine quelles sont les principales difficultés qu'elle rencontre quand elle va militer et faire du plaidoyer auprès des entreprises. Quelles sont les réponses? Nous fêtions hier soir les 10 ans du développement durable de ProDurable. Et on m'a citée comme étant la plus ancienne directrice environnement. Le discours que je vous tiens aujourd'hui, je l'aurais certainement pas tenu il y a encore 4-5 ans. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Il y a vraiment une prise de conscience dans toutes les parties de l'entreprise. S'il y en a encore à convaincre, c'est le marketing. Ça reste entre nous. Les acheteurs, alors je ne vais pas dire que c'est fait à 100%, mais franchement, ils ont changé. Les financiers, je l'ai vu on a mis un prix interne du carbone, ça a été fait main dans la main avec le directeur financier. Les plus compliqués, c'est le marketing. Et il faut aussi comprendre pourquoi. C'est parce que c'est des gens dont l'objectif est de protéger la marque telle qu'elle est aujourd'hui. Et là, sur des sujets tellement importants que ça peut faire un petit mouvement de côté et c'est difficile pour eux. C'est pas facile. C'est des sujets que, quand ils sont dans des niveaux de dirigeants qui maîtrisent pas très bien, je pense qu'avec les jeunes marketeurs, ce sera différent. Donc, pour moi, dans mon domaine à moi, mon combat actuel, c'est le marketing. Nathalie, merci. Bonne chance. Merci. Nous, on est dans une phase où c'est le changement d'échelle. Donc, quand on fait
petites expérimentations à droite à gauche. Bon, même si le live, c'était un projet un peu plus important. Voilà, ça se fait. Maintenant, changer d'échelle, on est dans le dur. C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir aussi réfléchir sur le modèle économique. Il va falloir mettre en place toute cette organisation. Il y a des gens super convaincus. Il y a des gens qui sont en frein. Ça, c'est clair. Je dis, c'est dans le projet d'entreprise. Hein, donc, c'est un engagement d'entreprise. Donc, ça aide. Hein. Ça oblige, oui. Donc petit à petit, ça va se faire. Tu as parlé quand même d'un investissement lourd. On peut accepter quel surcoût alors, dans le cas du transport d'électricité, évidemment, le marketing n'est pas tout à fait le même que dans le cas d'LVMH. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le modèle économique parce que ça va être compliqué. Mais nous, enfin, on a un tarif d'accès au réseau qui est donc discuté, négocié avec la Commission de régulation de l'énergie. Ce n'est pas nous qui définissons notre tarif, donc qui prend en compte les charges, etc. En 1999, quand il y a eu des tempêtes importantes, on a lancé un plan sur 17 ans qui arrive à échéance pour sécuriser, pour renforcer le réseau afin qu'il puisse tenir à des vents beaucoup plus violents et à des événements climatiques importants. On voit avec les dernières tempêtes que ça marche bien puisque ça tient. Et donc là, on a investi 2,4 milliards. Ça a été prévu dans nos charges. Donc là, on pourrait imaginer aussi de faire évoluer la régulation sur ces sujets. Donc c'est des sujets qu'on doit parler aussi avec les comités directeurs et les comités d'investissement. Bon courage aussi. Olivier. Je vais en citer deux très rapidement. Le premier, c'est tous les exemples autour de cette table. On essaye de mettre les questions de biodiversité au centre même de l'activité économique du groupe. C'est beaucoup plus facile si on veut mettre des ruches sur le toit. Aujourd'hui, les deux difficultés qu'on rencontre, nous, c'est bien entendu convaincre le top management de l'intérêt de mettre ces questions-là dans la colonne vertébrale de l'activité du groupe. Donc ça prend du temps. Une fois que le top management est convaincu qu'il y a un vrai intérêt économique et de RSE à le faire, alors c'est beaucoup plus simple de dérouler. Le deuxième frein, pour nous, deuxième difficulté, c'est bien entendu que les fournisseurs jouent le jeu. On a aujourd'hui un nombre impressionnant de fournisseurs, avec des fournisseurs plus gros que nous, d'autres plus petits. Et quand on arrive avec un outil comme celui qu'on a mis en place, qui est nouveau, auquel les fournisseurs ne sont pas habitués, on n'est pas dans l'industrie automobile où de tels outils sont monnaie courante, on a galéré. Les 2 premières années ont été extrêmement difficiles, les 2 premières campagnes ont été extrêmement pauvres en termes de données. Katarzyna. Je réalise vraiment à quel point on est déjà avancé avec cette colonne vertébrale qui est durablement installée dans la relation avec les caféiculteurs. Mais bien évidemment, ce n'est pas toujours évident. Sachant que nous, on n'a pas besoin de convaincre. Aujourd'hui, le programme des cafés est financé parce qu'on sait que la qualité du café de Nespresso dépend entièrement. Donc, il n'y a pas trop les sujets ni de financement, ni d'engagement des dirigeants, ni même de marketing. Pour petite histoire, les vitrines de ce mois-ci sont en couleur du projet agroforestier. Et ces modèles est même intégré dans les offres professionnelles où on propose à nos clients entreprises de s'associer à une parcelle particulière des plantations. La vraie difficulté, et on en a parlé, c'est des fois faire les choix. Est-ce qu'il faut absolument pousser la labellisation, qui est un investissement en soi et qui aujourd'hui ne nous sont pas forcément maîtres de l'avantage dans les modèles qui sont en place, mais qui sont très demandés par les consommateurs. Donc ça, c'est une vraie question qu'on se pose. Après, il y a de difficultés très opérationnelles sur le terrain. On est souvent quand même de pays où la situation est plus ou moins stable. J'ai envie de parler d'une histoire incroyable qui est celui des investissements directs de Nespresso dans la refonte, enfin de la mise à pied la culture des cafés dans un pays qui s'appelle Soudan du Sud, les plus jeunes pays du monde, où c'est tout simplement la guerre qui empêche aujourd'hui
toute opération directe sur les territoires. Donc oui, il y a des problématiques opérationnelles. Après, je réalise aussi à quel point, quand on peut finalement faire beaucoup pour la biodiversité, par exemple en Colombie, 10% de nos fermes se trouvent vraiment en proximité toute proche des parcs nationaux. On a aujourd'hui tout simplement un levier d'agir au niveau du territoire, pas uniquement au niveau de fermes, donc au niveau de vraiment conservation de cette nature. Et probablement, la question qui va se poser dans les années à venir, c'est comment monétariser cet avantage qu'on va créer dans les zones, pas uniquement de culture des cafés, mais de conservation. Voilà. Une difficulté de modèle économique. Sandrine, je vais peut-être te demander quelles difficultés tu vois quand tu es en dialogue avec des entreprises. Et pendant ce temps-là, je vais demander aux 4 autres de réfléchir aux conseils qu'ils donneraient en conclusion, très brièvement, parce que le temps s'achève, au directeur développement durable qui s'interroge sur j'y vais pas, comment, par quoi je commence. Sandrine. Du coup, je réfléchissais tout en vous écoutant. Non, bon, déjà, d'une part, moi, je suis plutôt positive et optimiste aujourd'hui, parce que je suis ravie qu'à 9h du matin, une salle sur la question de la biodiversité et des entreprises, qu'on ait une salle pleine. Donc déjà, je peux vous avouer qu'en 25 ans de travail sur la question, les choses véritablement ont changé et finalement changent assez vite. Sur les 10 dernières années, peut-être encore aujourd'hui, la première difficulté, ça va être l'indifférence. C'est-à-dire une méconnaissance de ce que représentent les enjeux liés à la perte de la biodiversité. Moi, j'ai souvent tendance à attaquer en disant c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a tout un travail qui a été fait, une sensibilisation, une prise de conscience sur la question climatique. Traiter de l'enjeu climatique en ignorant l'enjeu lié à la perte de la biodiversité, c'est une hérésie et c'est stupide tant les deux enjeux sont intimement liés. D'une part parce que le dérèglement climatique joue sur la perte de la biodiversité, mais et surtout, ce qu'on arrive à entendre de plus en plus aujourd'hui, c'est que les solutions à l'adaptation et au dérèglement climatique se trouvent dans la nature et la reconquête de la biodiversité. Donc, le premier obstacle, c'est l'indifférence, et donc d'arriver à sensibiliser sur l'importance que revêt le sujet. Le second, ça va être la contrainte. C'est-à-dire cette question de la préservation de la biodiversité a une contrainte supplémentaire encore. Qu'est-ce qu'on vient nous embêter avec les petites fleurs, les petits oiseaux, nous empêche de passer là. Donc là, pareil, ça a été... Et il y a des instruments qui, du coup, et les mentalités ont évolué. C'est d'arriver à faire comprendre qu'au-delà d'une contrainte, c'est une opportunité. Aujourd'hui, investir dans la biodiversité, c'est une opportunité économique, c'est une opportunité morale aussi, à un moment où on vit une crise, et pas qu'une crise financière, mais on vit aussi une crise des valeurs. Donc c'est un véritable investissement global. Et puis enfin, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que quand on a perdu une espèce, elle est perdue à jamais. Qu'il y a un moment, quand on aura passé le seuil, il n'y aura plus moyen de revenir en arrière. Et quand en introduction, on parlait de cet enjeu important qu'il y a sur les primates notamment, dont on prédit la disparition à une décennie. Oui. Quand on parle du taux de disparition des vertébrés, ça n'est pas vrai. Quand il n'y aura plus de vertébrés, il n'y aura pas les invertébrés et les humains. Quand on va commencer le déclin des primates, ce n'est pas l'espèce humaine qui fait partie intégrante de la biodiversité, ce qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes partie intégrante du vivant. Il n'y a pas la nature d'un côté et les humains de l'autre. L'espèce humaine sera une des espèces qui sera la première impactée sur toute la chaîne du vivant. Donc l'enjeu de préservation de la biodiversité, en vérité, c'est l'enjeu de la préservation de l'humanité. Merci beaucoup. Je dirais, lisez les fiches clés pour comprendre de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, dont vous êtes membre aussi. Je pense que si vous les lisez, vous comprendrez que c'est un sujet important. Lisez le guide EPE et les guides qui existent. Allez voir vos fédérations professionnelles. Ça m'étonnerait quand même que vous ne trouviez pas, au moins sur les sujets qui vous touchent vous. Moi, je vois dans nos métiers, nos fédérations professionnelles ont tout un groupe de travail sur la biodiversité. Ça m'étonnerait que dans la vôtre, il n'y en ait pas. Et s'il n'y en a pas, alors là, bougez-les. Hein.
Katarzyna? Juste un conseil, aimer la nature, faites-la aimer par les autres. Merci. Olivier? Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais ce qui peut faire le plus de mal aux questions de biodiversité ou d'autres plus globales sur la RSE, c'est de mettre en place des actions qui seront déconnectées des impacts principaux. Donc je reviens sur les ruches. Les ruches, c'est très bien si c'est la cerise sur le gâteau et qu'on s'est déjà attaqué aux impacts principaux. Le lien avec le business, effectivement. Et Nathalie, pour conclure. Moi, c'est Victor Hugo qui va m'inspirer quand il dit que rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Donc j'espère que c'est vrai pour nous, mais aussi ma conviction, c'est qu'on a tout intérêt à s'inspirer de ce laboratoire qu'est la nature, de ce laboratoire de recherche de 3,8 milliards d'années, pour y chercher les voies d'une nouvelle révolution industrielle. Merci beaucoup à tous. Et bien donc, continuez, l'heure est venue. Parlons-en, parlez-en. Et la diversité est un sujet légitime dans l'entreprise, donc il n'y a plus qu'à. Merci à tous et merci à Cécile. Alors, bonne journée à tous.